Jeudi 19 mai 2022, à la une de ce 13h. Compte rendu du traditionnel Conseil des ministres tenu ce mercredi 18 mai 2022 était au cœur des échanges le saccage des installations de la mine de Houndé, un acte condamné par le gouvernement qui annonce donc l'ouverture d'une enquête judiciaire. Autre sujet qui est à l'ordre du jour, l'affaire des salaires des membres du gouvernement de transition. Lionel Bilgo s'explique à ce sujet et tente de rassurer l'opinion publique. Les détails pour vous dans quelques instants. L'Union pour le progrès et le changement UPC a rendu visite ce mercredi à l'ex-parti au pouvoir, le MPP, une visite de courtoisie qui avait pour objectif d'échanger sur des sujets relatifs à la situation sécuritaire et notamment celle de Percoa. Les deux partis entendent faire des propositions les jours à venir pour que les choses puissent aller dans le sens que souhaitent les Burkinabés. Hors de chez nous, fermées depuis 2 ans en raison de la pandémie du Covid-19, les frontières terrestres du Togo sont en fait ouvertes aux voyageurs depuis ce 17 mai 2022. Une décision faisant du Togo premier pays de l'UEMOA à ouvrir ses frontières terrestres sans attendre les décisions officielles de l'instance régionale. Voilà entre autres les titres qui vous seront développés lors de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres de ce mercredi 18 mai a vu à son ordre du jour plusieurs dossiers examinés et adoptés. Le saccage des installations de la mine de Houndé de ce 17 mai par des manifestants a été condamné par le gouvernement qui a éventuellement annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Autre point abordé, celui du salaire des membres du gouvernement qui, je vous le rappelle, a été révélé par le journal Le Reporter. Le porte-parole du gouvernement tente bien que mal de nous expliquer à ce sujet dans cet élément de Michael Tougré. Pour ce qui est désormais considéré comme l'affaire saccage des installations de la mine de Houndé, le gouvernement condamne l'acte de vandalisme et annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire pour situer les responsabilités. Mais le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, parle déjà de plusieurs personnes mises aux arrêts. Le bilan des dégâts matériels est important et des blessés sont également enregistrés. Des orpailleurs ont envahi donc la mine d'or de Houndé et ont causé donc des dégâts qui ont occasionné donc 7 blessés, 30 véhicules brûlés, 40 motos du personnel, 10 engins donc dont des bus, 13 magasins et 6 conteneurs ont été incendiés. Donc il y a l'ouverture d'une enquête judiciaire qui est en cours, des interpellations ont déjà commencé. Il faut dire que tout est parti donc d'une occupation anarchique de cette mine de la part des orpailleurs. Les discussions ont été engagées avec les autorités locales. L'autre sujet d'actualité, l'affaire des salaires des ministres. Lionel Bilgo veut rassurer une opinion publique très critique des salaires des membres de l'exécutif burkinabé pour un gouvernement de transition. 2 300 000 pour les ministres et 2 700 000 pour le Premier ministre, selon les révélations du journal Le Reporter. Sur la question donc des salaires des membres du gouvernement, je vous l'ai dit ici il y a de cela quelques semaines, aucun ministre n'a négocié son salaire. Aucun ministre n'a eu droit au chapitre quant à la fixation, en tout cas du niveau de son salaire. Et ils sont nombreux, ces ministres-là, qui ont perdu beaucoup en termes de rémunération. Et s'il fallait négocier au cas par cas, on ne s'en sortirait pas. Donc la procédure qui a été utilisée a été expliquée par le secrétaire général du gouvernement. D'autres explications viendront en cours dans les jours à venir. Certainement que vous serez invité à un point de presse sur cette question-là. Mais je pense très sincèrement que la vérité est que il n'a pas été permis à un seul ministre de discuter de son salaire. À ce Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a annoncé le séjour d'une mission de la CEDEAO au Burkina Faso à la demande de la transition depuis ce 17 mai. Une visite qui a pour objectif, selon Lionel Bilgo, de poursuivre l'analyse de la situation nationale. Cette mission est composée d'experts dans les domaines militaires, sécuritaires et politiques.
Nous restons toujours au Palais de Kossiam avec le porte-parole du gouvernement sur les dossiers examinés et adoptés par le Conseil des ministres. Entre autres décisions prises, l'autorisation de recrutement de 750 assistants de police et 10 commissaires au titre du ministère en charge de l'administration territoriale. Quant au ministère en charge de la justice, le Conseil a adopté un avant-projet de loi. La question est, de quel projet de loi s'agit-il exactement? Écoutons Lionel Bilgo, toujours avec Michael Tougré. Au titre donc du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un avant-projet de loi, et donc devenu un projet de loi, portant habilitation du gouvernement à prendre donc des mesures dans le cadre des sujétions liées aux nécessités de la défense nationale. La loi donc d'habilitation permet au gouvernement donc de prendre par voie d'ordonnance les mesures dans les matières relevantes du domaine de la loi, en vue donc de mieux organiser la lutte contre le terrorisme et de protéger les populations civiles. Au titre donc du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté un rapport relatif donc à l'organisation des concours de la police nationale session 2022 et demande donc l'autorisation de recrutement sur concours professionnel et direct de la police nationale au titre donc de l'année 2022. Le Conseil a marqué son accord donc pour le recrutement de 750 élèves sous-officiers au titre donc des concours directs et de 10 élèves commissaires de police et de 50 élèves officiers de police au titre donc du concours professionnel. Au titre du ministère des Affaires religieuses et coutumières, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Affaires religieuses et coutumières. L'adoption de ce décret donc, permet de doter ce département d'un organigramme en vue d'assurer efficacement ses missions au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Le Conseil a adopté un rapport relatif donc, au plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition de 2022. La réalisation du PRSPV 2022, les réponses urgentes concernent l'assistance alimentaire aux personnes internes et les mélanges hôtes, le soutien à la production agricole et animale, la prévention et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans malnutris, les femmes enceintes et allaitantes malnutries, y compris donc les personnes déplacées internes, et le soutien à l'approvisionnement en eau potable. Parlons à présent de l'affaire de la mine de Parcoa. Hier 17 mai, les équipes de sauvetage ont pu atteindre la chambre de refuge sur laquelle reposaient tous les espoirs de retrouver les 8 mineurs coincés par les eaux depuis un mois. Malheureusement, fort était de constater que la chambre était vide. Et au lendemain, le comité de gestion de crise s'est réuni et le responsable pays de la mine dit avoir fait le point de l'avancement des travaux de recherche. Il a rassuré que les travaux vont se poursuivre toujours avec le même engagement. On écoute Moussa Palinfo dans cet extrait. Je voudrais tout d'abord saisir cette occasion pour à nouveau remercier donc le gouvernement. Nous l'avons toujours dit, depuis le début de cette situation, nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'accompagnement donc des autorités, des plus hautes autorités de ce pays. Et c'est une implication sans faille qui nous a permis effectivement de réaliser des progrès et d'atteindre une étape cruciale qui est celle d'hier, où malheureusement nous avons été à la chambre de refuge, mais on n'a trouvé personne. Mais cela ne veut pas dire que les opérations s'arrêtent à ce stade. Nous avons, comme d'habitude, tenu la rencontre donc, journalière avec les autorités ce matin. On a fait un point donc, sur les avancées, ce qui a été fait jusqu'à hier. Et nous avons regardé aussi le planning donc, des opérations à mener dans les heures et jours à venir. Donc il faut dire que c'est le même engagement que nous avons, la même énergie que nous allons déployer, les mêmes efforts que nous allons mobiliser pour poursuivre donc, la recherche donc, de nos collègues. L'Union pour le progrès et le changement UPC a effectué une visite de courtoisie au sein du mouvement du peuple pour le progrès MPP ce 18 mai 2022. Pour l'ancien ministre en charge de la réconciliation nationale, cette visite n'avait nul autre but que celle d'unir leurs forces afin d'apporter ensemble leur soutien à la sauvegarde et à la refondation du pays des hommes intègres. Pour le MPP, la démarche du parti de Zéphirin Diabré est noble et ces derniers entendent bien jouer leur partition dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Reportage.
Autrefois adversaire politique, ensuite allié. Après la réélection du Roch Kaboré, avant d'être déchu du pouvoir, l'UPC, Union pour le progrès et le changement, et le MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, partagent presque les mêmes intérêts dans la gestion du pays. À cette visite de courtoisie initiée par le Parti du Lion, au chef du Parti du Soleil Levant, l'ancien ministre en charge de la réconciliation nationale veut que dans une union d'action, la classe politique apporte son soutien à la sauvegarde et à la refondation du pays des hommes intègres. Dans la situation actuelle là, de l'insécurité que nous vivons et de tous les problèmes que nous vivons, la classe politique doit pouvoir, d'une manière qu'elle choisira, s'organiser pour donner son appréciation, sa contribution, puisqu'il s'agit en fait de sauver le Burkina Faso qui est notre pays à tous. Et elle le fera même si on entend ici et là des voix qui tendance à dire qu'il faut la mettre de côté, ou même qui pire, s'imagine que l'ensemble des problèmes que ce pays connaît depuis l'indépendance, là, c'est lié à la classe politique, alors que c'est la responsabilité de nous tous. Les politiciens ne tombent pas du ciel. Ils sont le fruit de la société que les citoyens ont construite. Si cette société l'a construit de bons citoyens, ça se reflète dans la classe politique. Le MPP, qui s'est dit sensible à la démarche du parti de Zéphérane Diabré, entend jouer sa partition dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Le MPP est un parti républicain. Et pour nous, nous avons géré le pouvoir d'État. Nous entendons également apporter notre participation à l'édification de cette nation. Nous entendons également faire des propositions afin que ce pays, le Burkina Faso, ne soit pas un pays qui appartient à une certaine catégorie de Burkinabés et d'autres sont mis à l'écart. Donc nous allons jouer notre partition, une partition républicaine, pour que les choses puissent aller dans le sens voulu par les populations du Burkina Faso. La vie chère que vivent les Burkinabés est également au cœur des sujets abordés lors de cette visite. Les responsables des deux formations politiques ont une pensée à l'endroit des 8 mineurs actuellement recherchés dans la mine de Perquois et de leurs familles. Un soutien et une compassion est porté également à l'endroit des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre l'hydre terroriste. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, en partenariat avec les ONG IRC-WASH, Eaux-Vives National, avec l'appui financier de l'Union européenne, a organisé ce mercredi 18 mai 2022 une rencontre sur la gouvernance de l'approvisionnement en eau potable dans les centres affermés au Burkina Faso. Prévue pour une période de 72 heures, cette rencontre réunira les différents acteurs du domaine et à terme aboutira à une feuille de route sur l'atteinte des objectifs du programme national d'approvisionnement en eau potable à l'horizon 2030. Serge Kaboré pour le reportage. Dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable à l'horizon 2030, il était prévu que 90% des systèmes d'adduction d'eau en milieu rural ou en milieu semi-urbain soient gérés par des opérateurs privés sous la forme de contrats d'affermage. Le constat en 2021 démontre à souhait que seulement 3% ont pu être réalisés. Conséquence, le défi reste immense avec seulement 8 ans pour combler le gap des 87%. Et face à une telle situation, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a organisé ce 18 mai ce séminaire sur la gouvernance de l'approvisionnement en eau potable dans les centres affermés au Burkina Faso. Cet atelier donc tu regroupes tous les acteurs, que ce soit la direction régionale de l'eau et de l'assainissement, les services de l'ONEA, les opérateurs privés, parce qu'il y en a beaucoup d'associations qui gèrent le service d'eau en milieu rural, et les usagers se retrouvent pour faire le bilan et voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui ne marche pas pour que à l'horizon 2030, nous puissions donc atteindre donc les 90% qui sont fixés comme cible. Donc ces discussions que nous avons faites ont porté donc sur le bilan de la gestion donc des centres affermés et quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons donc nous baser pour donc renforcer ce système-là et que nous puissions atteindre les objectifs du programme national AEP. Organisé de concert avec l'ONG IRC-WASH, l'ONG Eaux-Vives International avec l'appui financier de l'Union européenne, les différents participants à ce séminaire échangeront durant 3 jours sur la problématique. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous et notre contribution, c'est de faciliter justement le transfert
de connaissances, le transfert d'expérience déjà entre l'ONEA, qui est notre boussole, qui a une longue expérience en matière de gestion professionnelle de services d'eau, d'assurer ce transfert avec les opérateurs qui interviennent généralement en milieu rural. Et donc pour nous, servir de pont, créer l'occasion et faciliter ce transfert, c'est la véritable contribution que nous apportons déjà dans le cadre de cet atelier. Et je pense que l'élément le plus important, c'est la feuille de route. Une feuille de route attendue au sortir de ce séminaire de 72 heures qui, tirant leçon du retard occasionné dans l'exécution du programme, permettra de mettre en œuvre des recommandations en vue de favoriser l'atteinte des 90% de mise en œuvre du système d'adduction d'eau par des opérateurs privés. Et pour tous ceux qui ont une fois fait un tour au niveau de la mairie de Ouagadougou, vous conviendrez avec nous qu'il est difficile d'y imprimer un document. Le fait est que depuis février 2022, les activités de la mairie centrale tournent au ralenti et le manque de papier rame fait que le travail devient difficile selon Claude Rwamba, secrétaire général du syndicat national des travailleurs et des collectivités territoriales du Burkina Faso, section Ouagadougou. Pour lui, un retour à la normale nécessiterait la mise en place d'une délégation spéciale. Et il revient au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de mettre en place la dite délégation qui jusqu'à nos jours ne serait tardée. Les détails avec Mamidriana Kamabou. Depuis la dissolution des conseils de collectivité, les activités de la mairie centrale tournent au ralenti. Les travailleurs essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais la situation reste difficile. Selon le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina, section Ouagadougou, il y a certaines activités et dépenses qui sont en suspens. Cette situation a occasionné aussi le manque de papier rame pour les différentes impressions. Selon toujours Claude Rwamba, il y a également un problème de disponibilité de photocopies des pré-imprimés. Quand on connaît un peu l'importance de ces papiers-là dans l'administration, quand vous prenez un service comme l'état civil, où on travaille avec des papiers pré-imprimés pour évidemment satisfaire les citoyens par rapport à certains actes, les actes d'état civil, les certificats de résidence, les certificats de mariage, d'individualité, tout ça, c'est sur des papiers. Voilà, donc souvent ça manque à tel point qu'on peut demander aux usagers, à l'usager lui-même d'aller faire des photocopies pour venir. Donc ça veut dire que on est dans une situation extrêmement difficile. Après cette dissolution, les mairies ont été mises sous délégation spéciale. Il a été demandé au gouverneur des régions de procéder à la désignation de membres de cette instance. Jusque-là, la commune de Ouagadougou n'en dispose pas, toute chose qui engendre des difficultés dans son fonctionnement. C'est le ministre qui met en place la délégation spéciale. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce sont les hauts commissaires qui seront donc habilités à conduire les délégations spéciales dans les communes à statut particulier. Donc à Ouagadougou, ce sera le haut commissaire qui sera le président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Après, les autres membres ne sont pas encore désignés, sont connus mais ne sont pas désignés. On attend à ce que donc les associations, les diverses associations mettent en place désignent leurs représentants et que le ministère prenne la décision donc de mettre en place les délégations spéciales. Au regard de difficultés que traversent les travailleurs de la mairie de Ouagadougou, le Sinatra-CTB envisage dans les jours à venir organiser une assemblée générale extraordinaire. Au cours de cette rencontre, cette structure syndicale compte déterminer la conduite à tenir face à la situation. Quand vous regardez le budget au niveau de la commune de Ouagadougou, par rapport donc à la grille indemnitaire, elle est plafonnée à 15 milliards en termes de recettes propres. Or, aujourd'hui, la commune de Ouagadougou, en termes de recettes propres, tourne autour de 55 et autour de 30 et 35 milliards en termes donc de ressources propres, en termes de 35 milliards. Or, c'est plafonné à 15 milliards. Normalement, c'est-à-dire qu'il faut tirer donc cette ligne-là pour permettre donc aux travailleurs de bénéficier évidemment des fruits de cela. Donc, sinon, ça devient une injustice.
Les contrats des personnes qui s'occupent des questions de salubrité dans la commune de Ouagadougou ont été suspendus, précise Claude Romba. Il ajoute qu'avec la suspension des opérations de nettoyage des bureaux des services municipaux, ce sont les agents qui sont parfois contraints de mettre la main à la poche pour garder le lieu de travail propre. Et cette situation touche également l'ensemble des arrondissements de la ville de Ouagadougou, précise le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina, section Ouagadougou. Dans le cadre du projet Destination Paix, des jeunes de différentes associations ont participé à une rencontre d'échange et de partage d'expériences initiée par l'association ICRA. Une rencontre avec la jeunesse qui avait pour but d'instaurer la paix et le développement socio-économique et culturel durable au Burkina Faso. Placée sous le thème Jeunesse en action pour la paix et le développement, cette rencontre a connu la présence effective de plusieurs experts en questions sécuritaires. Mohamed Yana Kamabou pour le compte-rendu. Ce camp s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Destination Paix. Il a pour objectif d'impliquer la jeunesse dans les actions de développement et ce, à travers la création d'un cadre de dialogue et de partage d'expériences. Le projet va contribuer à l'amélioration des conditions sociales et économiques des communautés locales de femmes et de jeunes par l'éducation et la sensibilisation. Ceci dans le but de réduire les risques de radicalisation au Burkina Faso. C'est la jeunesse l'avenir et il faut un Burkina de paix à l'avenir. Il faut commencer à préparer dès maintenant la jeunesse pour qu'elle soit beaucoup plus résiliente. Elle trouve des solutions innovantes, adaptatives par rapport à cette crise sécuritaire et qu'on puisse trouver des solutions durables à cette crise sécuritaire qui mine vraiment le développement au niveau du Burkina et qui fait beaucoup de familles endeuillées. Initié par l'association ICRA, ce camp de jeunes a pour vision de contribuer à un monde paisible, juste et inclusif qui offre des opportunités à chaque être humain de vivre épanoui. D'où le choix du thème « Jeunesse en action pour la paix et le développement ». Vous savez aussi que s'il y a une frange de la population qui est impactée profondément par cette crise, c'est bien la jeunesse. Et si nous arrivons aujourd'hui à impliquer, à conscientiser la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme, on gagne deux fois. On gagne deux fois en ce sens qu'on pourra rapidement reconstruire le pays et aussi on pourra enlever des bras des groupes armés terroristes, cette jeunesse qu'ils utilisent, qu'ils instrumentalisent et afin que cette jeunesse se retourne contre nous. Cette rencontre permettra également d'examiner les différentes actions à prendre pour ramener la paix et travailler pour un développement durable. Elle a bénéficié de l'accompagnement financier et technique de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Les jeunes sont très importantes pour ils sont les futurs du pays et j'espère les synergies qui va tenir aujourd'hui, va développer les solutions et peut-être une autre perspective sur le problème maintenant. L'association ICRA est une organisation à but non lucratif, non religieuse et apolitique. Dans ses objectifs, cette association veut instaurer la paix et le développement socio-économique et culturel durable au Burkina Faso. Ce projet dénommé Destination Paix est en cours de réalisation dans 3 localités, à savoir Boussou dans la province de Zondoma, Wayalguev dans la province de Ganzourgou et Kalambaogo dans la province du San Matenga. Passons à présent à l'actualité internationale. Lundi dernier, le gouvernement du Mali a annoncé dans un communiqué lu à la télévision avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Selon le communiqué lu, c'est un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens soutenus par un État occidental qui a tenté de faire le coup d'État avorté. La tentative a été déjouée dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, indique le gouvernement. Voilà donc une tentative qui a aussi été condamnée par l'ensemble des Maliens. Suivant ce reportage.
Un coup d'État contre les autorités de la transition a été déjoué dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, a révélé le gouvernement dans un communiqué diffusé en début de semaine. La tentative de coup d'État a été condamnée par les Maliens, surtout les soutiens des autorités de la transition. Pour nous, un autre coup d'État, c'est encore nous créer d'autres problèmes et que vraiment, ceux qui vont se rendre coupables de tels actes-là, ils vont les regretter amèrement. Sidiki Kouyaté admet que les actions des autorités de la transition n'arrangent pas beaucoup de personnes qui essaient de porter un coup d'arrêt à travers ce genre d'initiative. Et ce ne sont pas des climats qui pèsent sur l'ensemble des citoyens maliens. Au contraire, nous sommes conscients qu'en faisant cette lutte-là, en se débarrassant de tout ce que nous avons aujourd'hui comme mal, il faut s'attendre quand même à des ripostes. Parce que depuis fort longtemps, nous on a dénoncé, on a déclaré que ce problème-là, ce n'est pas un problème seulement lié à des gens qui ont pris des armes, mais il y a des mecs derrière. Et ces mecs qui sont derrière ont leurs partenaires sur beaucoup de plans, dans l'armée, dans la médecine, au niveau de la justice, au niveau de l'administration publique. Donc cela fait que forcément, ils vont essayer toujours de défendre ce qu'on vivait par le passé et le peuple n'est pas prêt à retourner en arrière. Les autorités de la transition font ce que le peuple malien leur demande, estime cet homme d'affaires qui condamne sans embâche la tentative de coup d'État. Là où nous sommes aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin d'une tentative de déstabilisation venant ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens sont vraiment dans une situation où tout le monde sait qu'on n'a pas besoin de déstabiliser les Maliens. Parce que le moment n'est pas à là. Surtout aujourd'hui, les dirigeants qui sont là aujourd'hui, nous leur faisons confiance parce qu'ils sont en train de travailler dans la volonté des Maliens. Dans le cadre de l'enquête, 7 personnes, dont 6 officiers et un membre de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, l'ex-rébellion indépendantiste, ont été arrêtés et présentés à la justice. Nous progressons au Togo, où les frontières terrestres fermées depuis 2 ans en raison de la pandémie du Covid-19 désormais sont ouvertes aux voyageurs depuis ce mardi 17 mai 2022. Cette mesure, d'après les autorités, fait suite au ralentissement constaté de la propagation de la maladie à Covid-19. Le Togo devient donc le premier pays de l'UEMOA à rouvrir ses frontières terrestres sans attendre la décision officielle de l'instance régionale qui avait enjoint à l'époque ces États membres de suspendre la circulation des personnes au niveau des frontières terrestres. Il rejoint ainsi le Ghana, le premier dans la zone CEDEAO à avoir ouvert ses frontières en fin mars. Reportage. Le Togo a rouvert dans la nuit de lundi à mardi ses frontières terrestres fermées depuis 2 ans à cause de l'épidémie de coronavirus. Ici, au poste frontière d'Aflao, la frontière ghanéenne, le flux de voyageurs allant et entrant au Togo a timidement repris mardi dès l'annonce du gouvernement. Ma voiture était au Ghana et depuis Ghana ouvert, je n'ai pas pu venir au Togo. Aujourd'hui, j'ai entendu les frontières ouvrir seulement, je suis venu tenter. On attendait ce moment depuis longtemps. Enfin, c'est ouvert. Nous sommes contents par rapport à ça. Ils m'ont juste demandé ma pièce d'identité et je leur ai montré ma carte. Ils m'ont demandé si j'avais un test Covid et je le leur ai montré. Personne ne m'a demandé de l'argent. Les Nigérians viennent chez nous, ici au Togo. Les Ivoiriens aussi. Nous aussi, nous allons dans leur pays. Quand ils ont fermé les frontières, plus rien n'allait pour nous. Maintenant qu'ils ont décidé d'ouvrir ces frontières, nous pensons qu'il y aura de l'amélioration dans nos affaires. Toutefois, pour passer la frontière, il faudra montrer patte blanche en présentant une preuve de vaccination. Les autorités togolaises ont décidé de la réouverture des frontières terrestres suite à la baisse des cas de contamination au Covid-19 au Togo. Au 16 mai 2022, le Togo a enregistré au total 37 023 cas confirmés de Covid-19. Sur les 7 derniers jours, la moyenne de nouvelles contaminations quotidiennes est de 2. Travaillons toujours de manière à ce que notre labeur profite également aux autres. Voilà la seule meilleure récompense que l'on puisse avoir. Donna Maurice, ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain pour de nouvelles informations.